Orateur magnétique, on a dit de lui qu'il était le député de l'Assemblée nationale qui maniait le mieux la langue française. Son éloquence légendaire a souvent ébranlé ses adversaires, surtout à la période des questions. Bonjour, M. Brassard. Bonjour, M. Morin. M. Bouchard vous a nommé aussi ministre des Relations intergouvernementales, donc un mandat de négocier avec les autres provinces, les homologues des autres provinces. Vous ne parliez pas anglais, ça devait donner lieu à des situations particulières. Bien, disons que oui, ça, on me l'a reproché à l'époque. On dit comment ça se fait qu'il nomme quelqu'un aux affaires intergouvernementales qui ne parle pas anglais ou qui a beaucoup de difficultés, qui ne fait que le baragouiner. Moi, d'abord, il l'a fait pour une raison très simple, c'est je connaissais bien le dossier, premièrement. Je connaissais le dossier à fond, des relations intergouvernementales, relations fédérales, provinciales, le dossier constitutionnel, je connaissais bien le dossier. C'est la raison pour laquelle il m'a nommé là. Et, bon, je ne parlais pas anglais, c'est vrai, mais ce n'est pas un handicap majeur. Ça ne m'a pas empêché de faire cheminer des dossiers, ça ne m'a pas empêché de poursuivre des négociations, entre autres sur le rapatriement des programmes de main-d'œuvre, sur la modification constitutionnelle pour prévoir les commissions scolaires linguistiques. Ça s'est fait à l'époque où j'étais aux affaires intergouvernementales. J'ai très rapidement saisi la dynamique du système fédéral. Il y a une dynamique tout à fait particulière. Vous savez que dans une conférence interprovinciale, la dynamique est différente que lorsque le gouvernement fédéral est présent. Si vous avez une réunion de ministres uniquement de province, à ce moment-là, c'est comme des pairs, des égaux qui discutent ensemble. Puis là, très souvent, ils ont tendance à soutenir le Québec, à trouver que le Québec a une position qui a du bon sens, qui a de l'allure. Mais aussitôt que le ministre fédéral apparaît dans ce genre de rencontre-là, aussitôt qu'il apparaît, la dynamique change du tout au tout. Parce que là, les ministres provinciaux, sauf celui du Québec, adoptent une attitude de subordination à l'égard du fédéral. À ce moment-là, si vous avez réussi à faire adopter la position du Québec par vos collègues des autres provinces, très rapidement, ils vont se désolidariser du Québec si le fédéral n'est pas d'accord, si le fédéral est en résistance et réfractaire à la position du Québec. Alors, donc, les alliances s'effilochent assez vite. Durant la fin des années 90, il y a une tragédie au Saguenay, ce qu'on a appelé le déluge. C'est dans votre région, très affectée. Étiez-vous sur place? Comment vous avez vécu ces journées-là et la reconstruction? Bien, moi, j'étais présent quand c'est arrivé. C'était toute une tragédie, là, toute une catastrophe naturelle. Dès le lendemain, avec Lucien Bouchard et à ce moment-là, Paul Bégin. Paul Bégin était aussi en vacances. Il y a un chalet également du côté de Saint-Félicien. On a visité les sites touchés, sinistrés en hélicoptère. Alors là, vraiment, c'était impressionnant. Et on était renversés, là, puis on se regardait, puis on se demandait comment on va faire pour gérer une pareille catastrophe. Mais on s'est ressaisi assez vite, là, parce que dès cette semaine-là, le premier ministre a convoqué un conseil des ministres spécial à Québec, avec comme seul sujet la catastrophe, le déluge, parce qu'on avait déjà commencé à l'appeler le déluge. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris un certain nombre de décisions, entre autres de créer un comité ministériel de reconstruction.
Et j'ai assumé la présidence de ce comité-là. Je suis devenu président du comité de reconstruction. Et là, il a fallu inventer des programmes de toutes pièces, hein, parce que c'était tellement gros comme catastrophe que le programme régulier d'indemnisation en cas de sinistre n'était pas adéquat. On l'a appliqué, ce programme-là. Bon, on a augmenté les indemnités, mais ça ne suffisait pas. Il a fallu concevoir aussi toute une série de programmes concernant les entreprises, concernant les municipalités, puis leurs infrastructures, pour pouvoir vraiment enclencher puis faire une reconstruction qui va porter sur tous les aspects, toutes les dimensions du sinistre. Je me souviens, entre autres, qu'on a décidé, le premier ministre et moi, de créer un nouveau programme quasiment en hélicoptère. On était allé rencontrer les représentants des pourvoiries et des ZEC à Forestville, sur la Côte-Nord, parce que la Côte-Nord avait été touchée aussi. Charlevoix également aussi avait été touché. On arrive là en hélicoptère, on débarque, puis on va rencontrer les représentants des pourvoiries et des ZEC. Là, ils nous disent, au premier ministre et à moi, ils disent, écoutez, là, nous, on est complètement là, désemparés, on ne peut plus fonctionner. Nos routes, nos ponceaux, tout ça, ça a parti, ça a été emporté par les eaux. Donc, on ne peut plus... notre saison de pêche est compromise, notre saison de chasse aussi, si on n'est pas soutenu, aidé par le gouvernement pour reconstruire nos voies de communication, nos chemins, reconstruire nos ponceaux. Bon, on prend note de cette revendication-là, on s'en retourne après, on allait après ça à Baie-Comeau. Et là, en débarquant à Baie-Comeau, le premier ministre me regarde et dit je pensais à ça, là, puis j'ai réfléchi à ça, puis qu'est-ce que tu en penses de ce que les pourvoyeurs puis les gestionnaires de ZEC nous ont dit? Bien, je pense qu'ils ont raison. C'est sûr que si on ne les aide pas, là, ils ne pourront pas, leurs activités vont être compromises pour plusieurs mois. Bon, ben, dis-moi, si tu es d'accord, on va faire un programme spécialement pour ça. Parfaitement d'accord. Ça a fonctionné vraiment très, très bien. Et il faut dire aussi, après ça, l'autre dimension, c'était l'argent. On était en pleine période de compression budgétaire. Donc, les ressources financières n'étaient pas en quantité illimitée à Québec. Par contre, il y avait le fédéral. Le fédéral, lui, avait un programme en cas de sinistre grave. Quand ça dépassait un certain niveau de dommages, le fédéral pouvait intervenir avec son programme. Et là, évidemment, le cas du déluge était patent, là, compte tenu des dommages. C'était 800-900 millions, pratiquement le milliard de dommages. Là. Si on compte les dommages aux entreprises, tout ça, on frôlait le milliard. Alors, donc, à ce moment-là, il a fallu se tourner vers le fédéral, parce qu'on était incapable, le Québec était incapable, là, compte tenu de ses ressources, de financer totalement la reconstruction. Alors, là, j'ai eu la chance d'avoir comme vis-à-vis, en plus de ça, j'étais ministre des Affaires intergouvernementales, alors donc, ça tombait bien. J'ai eu la chance d'avoir comme vis-à-vis M. Marcel Massé, qui était au Trésor fédéral, président du Conseil du Trésor. Alors, le programme fédéral en question était géré par le Trésor, donc il était géré par M. Massé. Alors, j'ai découvert que c'est un personnage très, très, très sympathique. Puis, on a eu des relations, je dirais, cordiales. On a fait abstraction là, de toutes nos divergences partisanes et autres. Puis, on a établi une très bonne relation et je dois dire que ça a bien fonctionné. Et c'est très rare qu'il a refusé les demandes que je lui soumettais pour participer à l'indemnisation et au financement de la reconstruction. Alors, ça a duré 2 ans, la reconstruction. C'était
très, très gros mandat. Dans ma vie politique, là, ma carrière d'homme politique, je dirais que c'est le mandat le plus complexe et le plus énorme que j'ai eu à assumer. Et ça a bien fonctionné. C'est dans ce temps-là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les fonctionnaires, quand ils étaient motivés, ils pouvaient accomplir une besogne assez remarquable. M. Bouchard, après l'élection de 1998, vous nomme aux ressources naturelles. Vous êtes 3 ans là. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser pendant votre mandat? Moi, quand j'arrive aux ressources naturelles, il y a un projet, même pas un projet de loi, il y a un projet à ce moment-là qui est là, qui consiste à vouloir refondre, revoir de fond en comble la loi sur les forêts. Alors ça, c'était une des tâches majeures que j'ai eu à assumer. Ça a duré 3 ans. On permet maintenant aux pourvoiries, aux ZEC, aux MRC d'être partie prenante des processus d'élaboration de la planification forestière, de la planification de récolte. Alors, ils sont impliqués dès le début. C'est un élément, entre autres. Bon. Alors, mais aussi, surtout, quand j'ai été nommé ministre des Ressources naturelles, je ne sais pas si... Bon, ça ne fait pas partie des délibérations du Conseil des ministres, alors je peux l'ajouter. Un des points de discussion avec le premier ministre, quand il nous nomme, il nous rencontre, puis il nous dit, bon, ben voilà, tu vas devenir ministre des Ressources naturelles. Et on avait discuté à ce moment-là de la loi sur la Régie de l'énergie. On venait d'adopter la loi sur la Régie de l'énergie, de créer la Régie de l'énergie. Mais là, on se rendait compte qu'on était allé trop loin. Probablement qu'on voulait tellement faire consensus, puis que ça soit adopté dans un consensus unanime, on est allé trop loin. On avait donné, à mon sens, je le pense toujours, trop de pouvoir à la Régie de l'énergie. En particulier, on lui donnait plein pouvoir en matière de production hydroélectrique. Ça avait comme conséquence que pour autoriser la construction d'une centrale hydroélectrique, d'un barrage, il fallait que la Régie l'autorise. La Régie avait un pouvoir d'autorisation de construction des centrales de production hydroélectrique. Alors là, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun bon sens. Là, on était allé trop loin. Aux richesses naturelles, toujours, vous avez eu aussi des passages turbulents. On se souvient de la défense de la forêt boréale. On se souvient aussi avec Hydro-Québec comment ces épisodes-là vous ont affecté. C'était la ligne Hertel des cantons. Ça aussi, c'était toute une bataille pour faire en sorte que, sur le plan énergétique, la sécurité des populations soit accrue. Alors, il avait été prévu, à la suite de la tempête du verglas, de construire de nouvelles lignes de transport pour faire en sorte que l'électricité puisse être amenée dans une région par plusieurs voies. Alors, c'est ça qui était le grand travail qui s'est fait après le verglas sur le plan électrique, c'est ça. Alors, l'Hydro-Québec avait commencé la ligne Hertel des cantons qui devait relier la Montérégie au canton de l'Est. Alors, on fait un tronçon, une partie. Là, les écolos sont entrés en guerre. C'était la coalition de Val-Saint-François, je pense. Ouais. Sont entrés en guerre contre ce projet-là parce que ça défigurait le paysage, bon, les pylônes d'hydro, en fait, les motifs qu'on connaît bien à cet égard-là. Après ça est arrivé L'Erreur boréale, un film pamphlet fondé sur des faussetés sur le plan scientifique. Enfin, j'en ai souvent parlé. Ça laissait croire au monde que la forêt était détruite lorsqu'elle était récoltée, ce qui évidemment est faux. Surtout la forêt boréale, qui a une grande capacité de se régénérer naturellement. Bon, alors là, à partir de ce film-là, la revendication qui a été formulée
encore une fois, la mouvance écolo, soutenue par Desjardins, c'était de mettre en place une commission d'enquête publique sur la gestion forestière au Québec. Et j'ai toujours refusé de mettre en place cette commission-là, tant que j'ai été aux ressources naturelles, même si au sein de mon caucus, il y avait parfois tendance chez certains députés à accepter une pareille recommandation. Alors, toujours sur la question de règlement, M. le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais me permettre de lire. Je pense que c'est tout à fait pertinent en cette circonstance. L'article 35, paragraphe 3. Le député qui a la parole ne peut parler d'une affaire qui est devant les tribunaux ou un organisme quasi-judiciaire ou qui fait l'objet d'une enquête si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à qui que ce soit. Alors voilà, je pense qu'on fait référence à la commission Moisin. Cette commission d'enquête a terminé ses audiences publiques, mais n'a pas terminé ses travaux. Elle devra, dans les semaines qui viennent, remettre et déposer un rapport, possiblement avec des recommandations. Je pense qu'il convient, dans les circonstances, de ne pas traiter d'une façon ou de l'autre des questions qui sont couvertes par le mandat confié à la commission Moisin. Et dans ces circonstances, Monsieur le Président, il convient d'appliquer de façon stricte l'article 35, paragraphe 3. C'est un poste clé dans notre régime parlementaire britannique. C'est le leader du gouvernement qui, en quelque sorte, assure la mise en œuvre du programme législatif, donc qui élabore une stratégie pour faire en sorte que le menu législatif du gouvernement puisse être adopté dans des temps raisonnables. Alors, il faut prévoir tout ça. Puis c'est clair aussi que c'est beaucoup d'échanges avec son vis-à-vis, le leader de l'opposition. Il y a dans notre système parlementaire britannique, c'est pas des textes, mais c'est des pratiques. Une pratique importante qui est l'entente entre les leaders de l'opposition, leaders du gouvernement. Il faut s'entendre et ça fait en sorte qu'on a, comme on appelle, des deals non écrits là, constamment à la journée longue, là, plusieurs quotidiennement. S'il fallait que dans un Parlement comme le nôtre, le leader de l'opposition et le leader du gouvernement cessent de faire des deals, de s'entendre sur la façon de procéder aux travaux législatifs, ce serait la paralysie. Le Parlement serait paralysé. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé la fonction de leader du gouvernement. Je me sentais bien là-dedans, j'étais à l'aise, parce que j'aimais le Parlement, mais j'étais à l'aise. Je me sentais bien, j'avais recours aussi assez souvent à l'humour dans bien des cas, c'était important. Puis j'avais développé une capacité de riposte rapide depuis un bon nombre d'années, donc ça m'aidait beaucoup aussi dans ce rôle-là. Votre épisode avec Bernard Landry, lorsque, après le départ de M. Bouchard, il y a un nouveau remaniement ministériel, et là, vous constatez que vous êtes moins désiré. Comment ça s'est passé? Il n'était pas mauvaise au début avec Bernard Landry, mais c'est sûr que dans toute ma carrière politique, c'est avec Lucien Bouchard comme premier ministre que j'ai noué les relations de confiance les plus solides, les plus fortes, mutuelles, confiance mutuelle. Bon, avec Bernard Landry, c'était pas mauvais au début. D'ailleurs, quand il devient chef, Bernard Landry, il garde à peu près le même cabinet que Lucien Bouchard. Pour l'essentiel, il ne change pas grand-chose. Donc, je suis resté leader du gouvernement, puis je suis resté ministre des Ressources naturelles pendant un an. Bon, alors,
ça allait bien. Les relations n'étaient pas mauvaises. C'est plus tard que ça s'est détérioré. Là. C'est autour de décembre 2001, puis janvier 2002. Là, ça a commencé à se gâter. Alors là, il y a toutes sortes de rumeurs qui commençaient à circuler qu'il fallait rajeunir. Quand on dit rajeunir, c'est sûr que des personnes comme moi et Chevrette, on se sentait un peu visés. Parce que ça faisait un quart de siècle là, qu'on était dans le paysage. Alors, certains pouvaient croire que c'était peut-être le temps que ces vieux débris disparaissent. Alors, finalement, c'est dans ce contexte-là que je rencontre Bernard Landry à la veille du remaniement à sa résidence de Verchères. Et là, c'est la surprise, là. Là, c'est vraiment la surprise. Il m'offre d'être leader. Bon, ça, je l'apprécie. J'aimais ça. Puis je pense que j'assumais la tâche convenablement. Très bien. Bon, OK, tu demeures leader. Bon, très bien. Puis c'est tout. Plus rien d'autre. Sauf des tâches vraiment là, qui sont de pure forme. La réforme électorale puis la réforme du mode de scrutin. On est à la veille d'une élection. C'est pas vraiment le temps d'enclencher des réformes de cette nature-là. D'autant plus que personnellement, j'y croyais pas. Alors, j'aurais été responsable de réformes, puis j'y croyais pas. Bon. Alors là, c'était le coup de massue. Parce que moi, ce que j'ai perçu ça comme... parce qu'il y a plusieurs qui m'ont demandé pourquoi tu es parti, tu restais quand même au conseil. C'est parce que moi, j'ai perçu ça comme un bris de confiance. L'offre était tellement modeste que j'ai considéré que le lien de confiance qui existait et qui doit exister entre le premier ministre et ses ministres, dans mon cas, était passablement effiloché. Et il faut dire aussi que j'avais connu préalablement avec Lucien Bouchard une situation où là, vraiment, la confiance était de part et d'autre totale. Alors, donc, ça changeait beaucoup, là, le décor hein, et ma situation personnelle. Et de sorte que, au retour vers Québec, je me suis rendu compte que je ne serais pas capable de continuer là, à faire partie d'un conseil des ministres avec un pareil rapport ou une relation que je jugeais une relation de confiance pas suffisante avec le premier ministre. Alors donc, j'ai rencontré mon personnel de cabinet. J'ai appelé ma femme, évidemment, pour lui dire je n'ai pas le goût de continuer. J'avais pratiquement, là, en quelques minutes là, ou en une soirée, j'avais perdu le goût de la politique. C'est un peu curieux à dire, là, mais presque subitement, j'avais plus le goût de la politique. J'avais perdu le goût de la politique. Alors, dans ce temps-là, il n'y a pas 36 choses à faire, là. C'est de s'en aller. L'action politique, le métier politique, là, c'est tellement contraignant que pour l'assumer, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aies le goût, il faut que tu aies la passion. Si tu ne l'as plus, si tu perds le goût, si tu perds la passion, ça ne sert à rien de rester. Alors, c'est ce qui m'est arrivé presque subitement ce soir-là. Et le lendemain, j'ai discuté avec Chevrette. Chevrette avait fait la même démarche que moi. Similaire. Arrivé aux mêmes conclusions, on s'en va. Moi, j'ai appelé après ça Bernard Landry pour dire regarde, ça ne me convient pas. Ce que tu m'offres ne me convient pas. Je me sentirais pas utile dans ce rôle-là. Et je t'annonce que je m'en vais. Bon, alors, il m'a demandé tout simplement est-ce que tu quittes aussi ton siège de député? J'ai dit oui aussi, je cesse d'être député, je m'en vais, je démissionne comme député aussi. Et ça s'est terminé comme ça. Là. Il n'a pas fait d'effort pour me ramener, là, aucun effort dans ce sens-là. Donc, voilà comment a pris fin, en quelque sorte, de façon abrupte,
ma carrière politique parce que moi, j'avais prévu même de faire un autre mandat. Et il le savait, Bernard Landry. Je lui avais dit aussi que j'étais disposé à remettre ça une autre fois, à faire un autre mandat. Alors, c'est comme ça que ça s'est terminé. Est-ce que vous vous êtes senti isolé en quittant la politique, réapprendre une nouvelle façon de vivre après 25 ans ça a été actif? très, très difficile. D'abord, on sort toujours avec un peu d'amertume. Bon, ça n'existe plus maintenant, là, c'est disparu, ça finit par disparaître au bout de quelques mois. Mais les premiers mois sont très difficiles parce que c'est un changement radical de vie, là. D'autant plus que moi, là, je ne m'engageais pas dans une nouvelle carrière, là. C'était la retraite, là. J'avais 62 ans, là, c'était la retraite. Alors, les premiers mois ont été difficiles parce qu'il faut s'adapter à la vie de retraité. Il faut passer d'une vie intense, avec des horaires super chargés, des semaines de travail considérables, très, très lourdes, à rien du tout. Est-ce que vous avez été tenté ou sollicité de faire un retour? C'est arrivé une fois, pas au Québec, mais c'est arrivé quand Stéphane Tremblay, qui était député fédéral du Bloc à Ottawa, a décidé, après ma démission, a décidé de tenter de me remplacer, ce qu'il a réussi d'ailleurs. À partir de ce moment-là, le siège fédéral était libre. Et là, j'ai eu des contacts en provenance du Bloc pour me demander si ça m'intéressait pas de devenir candidat du Bloc. Moi, j'ai refusé tout de suite, là. Pour moi, la page était tournée. Depuis votre retraite de la vie politique, vous avez une nouvelle occupation, celui de chroniqueur au quotidien du Saguenay. Qu'est-ce que vous aimez de cette expérience? Alors, j'aime beaucoup ça parce que d'abord, j'ai toujours aimé l'écriture. J'ai toujours aimé écrire, donc ça me permet là, de le faire de façon régulière. C'est merveilleux. Mais aussi, c'est parce qu'on me laisse complètement libre, là. D'ailleurs, j'y tenais. Hein? Alors ça, on me l'a accordé. Aucune contrainte quant au choix des sujets, quant à la façon d'exprimer mon opinion. Il y a une absence totale de censure. Ça, je trouvais ça extraordinaire et merveilleux parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. D'être libre totalement. D'être libre, oui, mais totalement, je ne connaissais pas ça parce que la vie politique, c'est aussi fait de contraintes, d'une certaine discipline. Et donc, dans ces circonstances-là, notre liberté n'est jamais absolue, n'est jamais totale. Qu'est-ce que vous retenez de plus gratifiant de vos 25 ans politiques? Moi, ce que de plus gratifiant, c'était quand j'étais au gouvernement, en position de pouvoir, en position de prendre des décisions, et puis que je parvenais à les faire accepter au Conseil des ministres. Ça c'est vraiment gratifiant pour un ministre. Par exemple, tout le dossier de la reconstruction, pour moi, ça a été très, très gratifiant. Parce qu'on est parti d'une situation très difficile, extrêmement chaotique. Hein? Après le déluge, là, c'était le chaos dans la région. Parti d'une situation chaotique, et puis on a réussi à reconstruire la région en peu de temps, finalement. Je vous remercie, M. Brassard. C'est moi qui vous remercie, M. Morin.